Bonjour Théo, Salut Vanessa. très très heureuse de te recevoir ici au micro du podcast Les Portes qui claquent. Ravi de te voir et pour cette rencontre, j'ai envie de te poser la question qui es-tu pour nos auditeurs et puis pour cet épisode. Ouais, je vais commencer par me présenter. Donc, moi c'est Théo Justine. Je suis actuellement, ce que je fais la plupart du temps, c'est que je forme des coachs thérapeutiques. Donc, je les aide à apprendre l'approche d'accompagnement du coaching thérapeutique et à vivre de leur activité. Moi, du coup, j'ai une compétence vraiment en tant que coach thérapeutique et coach business. Donc, je scinde les deux et j'accompagne dans cette formation que j'ai créée. À côté de ça, je suis un époux, je suis un papa, voilà, je mène ma petite vie et voilà. Et je kiffe la plupart du temps. En fait, mon envie profonde, c'est comment est-ce que je peux m'épanouir de plus en plus, faire ce que j'aime, et ce que j'aime, c'est aider les gens à vivre leur vie et s'épanouir. Donc voilà. Ouais, bon, super. Et moi, je te connais aussi à travers les programmes que tu proposes. C'est vrai que c'était assez précieux pour moi de t'avoir sur ma route parce que j'ai réalisé qu'on pouvait, de manière assez méthodologique, prendre soin d'une question lorsqu'on accompagne une personne. En tout cas, moi, j'ai été accompagnée par toi et ça a été une vraie révélation sur la manière dont on pouvait se sentir écouté, épaulé finalement de manière très ponctuelle mais avec un retentissement sur la vie. Donc, Hmm, honoré de t'avoir au micro, en plus de ça. trop bien, bah écoute, super, je suis trop content. Et comment est-ce que toi, tu définis l'adolescence? L'adolescence, eh bah, c'est une bonne question. Je pourrais répondre tout simplement par c'est une phase de la vie, mais Mhm. ce qui fait que c'est une phase de la vie qui nous interpelle souvent, c'est que il y a tout un gros chamboulement qui se passe à ce moment-là. Il y a une organisation, une désorganisation, enfin il y a cet équilibre-là. Euh, Ça a été l'adolescence pour moi en fait, ça a été une phase de ma vie dans laquelle j'ai le plus eu de malheur et Mhm. tout comme j'ai aussi le plus eu de bonheur, je trouve. Mhm. Donc c'est une phase de ma vie dans laquelle je suis très attaché, j'en parle jamais, j'ai remarqué. Je crois D'accord. que j'ai trouvé ça marrant que toi tu sois tourné vers ça et je trouve qu'il y a peu de personnes qui en parlent. Mhm. Et je me suis dit tiens c'est marrant. En pensant à hier quand c'est appelé, je me suis dit bah tiens c'est vrai que finalement l'adolescence moi j'en parle pas souvent et quand même en y repensant je me suis dit mais tiens c'était quand même la phase de ma vie la plus dans laquelle j'ai le plus souffert et quand même dans la phase de ma vie dans laquelle j'ai le plus eu de, de bonheur, quoi, de réalisation, j'avais plein de choses qui se passaient. Mhm. Donc sur le plan, on va dire, personnel, j'ai beaucoup à en dire. Et en même Mhm. temps, aussi sur le plan biologique, scientifique, enfin voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai appris et compris de cette période-là. Donc ouais, ça va être intéressant qu'on en parle. Génial. J'ai envie de te poser la question tout de suite. Juste de prendre cet angle-là. Qu'est-ce qui t'a manqué à cette période-là? Qu'est-ce qui t'a manqué? Et qu'est-ce que du coup t'as cherché à construire à partir de là et au fond, qu'est-ce qui reste présent en toi aujourd'hui alors que t'es papa, alors que t'es un professionnel qui accompagne d'autres professionnels, qu'est-ce qui fait fil rouge? Ouais, ce qui m'a manqué à cette période-là de ma vie, moi, ça a été un père. Parce qu'en fait, ça a été la période de ma vie dans laquelle, bah, du coup, enfin, j'ai le plus souffert de l'absence de mon père. J'ai eu un père qui a été présent dans ma vie, puis après, il est parti, Mhm. sans trop que je sache pourquoi. Et ça a été pour moi pas une trop grosse souffrance, en fait, dans mon ressenti, mais sur du long terme, j'ai vraiment souffert d'une sorte de, 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 de traumatisme silencieux, enfin non bruyant et dans le temps quoi. C'était comme Mhm. un manque que ça c'était pas un truc brutal qui m'était arrivé à un moment donné tu sais, dans ma vie. C'était pas genre le choc ou Mhm. le gros traumatisme, mais en fait sur la durée c'était une sorte de traumatisme qui se faisait quand même entendre dans ma vie. Et du mal du coup à en parler vu que c'était pas non plus un truc brutal, un truc que tout le monde avait vu, un truc tu vois, c'était quand même compliqué pour moi de mettre des mots dessus. Et Mhm. en fait, je me suis rendu compte que j'allais un petit peu chercher ça à l'extérieur. J'ai cherché un petit peu à trouver cette figure-là un petit peu partout dans ma vie pendant l'adolescence.
Puis après, mon père est revenu, donc rechamboulement. En fait, j'ai un D'accord. père qui part et qui revient comme ça souvent. C'est un vagabond dans l'âme. Et voilà. Et en fait, j'ai remarqué en fait plein de choses. J'ai appris tellement. En fait, je pense que l'adolescence, et d'ailleurs, on peut voir le cerveau des adolescents, il se construit. C'est genre des éponges à Absolument. apprentissage, à absorber tout plein de choses. Et j'ai capté. Enfin, j'ai eu la chance de vivre genre énormément de choses dans mon adolescence, Mhm. ce qui m'a permis de comprendre plein de grandes leçons que aujourd'hui je porte. Et voilà. Et en tout cas, moi, pour revenir à ce que tu disais, ça a été vraiment une phase de ma vie hyper challengeante. Et ce qui m'a le plus manqué, ça a été ce père que je cherchais. Mhm. Et, hum, et voilà. Et en fait, ouais, voilà, je le résumerai comme ça. Et au moment où il revient, c'est de s'adapter au fait qu'il revienne. Ouais, exactement. Oui, intéressant. Et mystérieux aussi. C'est une période, tu dis, où ça a été très intense finalement, entre, tu décris un extrême très positif, je dirais, et un extrême très challengeant, difficile. Euh, Est-ce que la quête de l'équilibre aujourd'hui, c'est quelque chose qui te fait sens ou pas spécialement? Euh, Ouais, c'est quelque chose qui. C'est pas tellement une quête, en tout Mhm. cas, mais c'est quelque chose que j'essaye de trouver parce que ça me fait me sentir bien. En fait, c'est, je dirais, ma quête, en fait, plus personnellement, c'est me sentir bien, m'épanouir, tu vois. Ouais, Et en fait, l'équilibre, c'est sur mon trajet pour y arriver, tu vois, donc d'accord. c'est plutôt ça. Oui, c'est plutôt comme ça, ouais. Très Et, bien. euh, et ouais, et en tout cas, c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, j'ai senti qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient pas très équilibrées chez moi. C'est une période de ma vie aussi où je me suis construit, où je me suis. Ce qui m'a beaucoup. Enfin, les choses qui m'ont beaucoup manqué aussi, ça a été de voir en fait. Bah, du coup, moi j'ai grandi avec ma mère, ma sœur, enfin, que des femmes. Ouais, Et, euh, et en fait, je voyais qu'elles étaient aussi dans de la souffrance, dans de la difficulté au jour le jour. On était dans une période un petit peu précaire au bout d'un moment. Et un truc que je cherchais, c'était comment est-ce que je peux faire pour les aider, comment est-ce que je peux faire. Et des fois, c'était compliqué parce que je me sentais comme impuissant, tu vois. ouais, Et ça a été un moment de ma vie où j'aimais pas du tout ça, tu vois, l'impuissance. ouais. Et c'était important pour moi de chercher à devenir plus fort. J'ai pratiqué des sports de combat, donc je pense que c'est un truc qui m'a aussi donné de la force dans ça. Mhm. Et donc, vraiment, c'était une quête pour moi de me dire, ouais, je vais devenir plus fort, je vais essayer en tout cas de tout faire pour devenir quelqu'un de bon, qui va pouvoir sortir sa famille un petit peu de D'accord, la galère. Et, euh, et voilà. d'accord. Donc c'était quand même un moteur finalement, ce qui se passait là. Hmm. Et, euh, et toi, tu avais envie d'endosser la figure du héros, de celui qui aide, qui sauve, qui permet que les gens puissent se sentir aussi bien. Finalement, c'était important depuis un moment, la quête d'épanouissement. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, franchement, ça a été. Bah, depuis que j'ai vu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, depuis que je suis devenu papa, je fais vraiment attention et c'est vraiment important. Je me revois vraiment beaucoup dans mon fils et je me dis. En fait, je vois un truc, c'est que un enfant, l'exemple premier de l'amour dans le monde qu'il a, c'est sa mère et son père. Absolument. Et il va reproduire, retransmettre pas tellement ce qu'ils disent, mais plutôt ce qu'ils font et ce qu'ils sentent de cet écosystème familial, tu vois. Et donc, du coup, vraiment, je fais gaffe à ça et je remarque beaucoup de choses au quotidien et ça m'apprend beaucoup aussi. Mhm. C'est marrant parce que je pense aussi beaucoup à l'adolescence parce que, du coup, là, mon fils Noé, il est dans une phase où de 3 ans, on est un petit peu dans le mode Terrible 2, tu vois. Donc, il y a beaucoup de spécialistes qui disent, C'est le non. c'est ça, c'est le nom, et c'est un petit peu genre une sorte d'adolescence très jeune, entre guillemets. Absolument, Et ouais. ça me fait tellement rire, du coup. Et j'aime bien voir ça parce que je me dis, tiens, c'est top. Je vois que beaucoup de personnes en souffrent. On n'a pas tous les mêmes enfants, ça c'est sûr, Mhm. mais il y a beaucoup de choses que j'ai appris grâce à lui de cette phase-là. Qu'est-ce que tu décris par exemple pour préciser un petit peu? Ouais, bah, il y a tellement de trucs. L'un des trucs, par exemple, tu vois, c'est j'ai vu que, en fait, cette période-là de la vie, elle est genre naturelle, tu vois. C'est-à-dire que lui, il va chercher à plus, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est un truc de fou et j'aimerais vraiment que les gens fassent le test, en fait, s'ils ont des enfants. C'est
plus il y a un parent qui va être attaché et qui va se dire, parce que en fait la phase des 2 ans c'est quoi? C'est un an avant l'enfant, c'est ton bébé quoi. Il est proche de Mm. toi, voire même il a un besoin que tu le nourrisses, enfin Il y a de proximité de c'est ton ça, corps, oui. ouais, c'est ça, il y a de la proximité dans le corps, mais même au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il a besoin, dans la nature, il peut pas survivre, quoi, tu vois, Mm. qu'on soit concret. Et en fait, au-delà d'un an, vers 2 ans, il marche, il parle, Mm. il commence à faire plein de choses, et à partir du moment où il commence à parler, s'exprimer, il exprime sa propre voix. Et je pense que plus on cherche à le tenir proche de soi, plus lui, il va tirer sur le cordon, il va vouloir le dégommer, tu vois, et se dire, bah non, en fait, je veux exister. Oui. Et donc, c'est vraiment une phase pour moi où je le vois vraiment comme ça. Je me dis, mais en fait, il demande à exister Mhm. pleinement en tant qu'être, tu vois. Mm. Et pas en tant que je suis le bébé de un tel. Je veux exister en tant que, tu vois. Et je trouve ça top. Et à l'adolescence, justement, parce Mhm. que j'y pense et je fais le parallèle aussi. Mhm. Là, pour moi, l'adolescent, il veut exister. Il sait qu'il existe en tant qu'être, mais il veut faire savoir qu'il est un être singulier, Mhm. tu vois. Donc c'est un petit peu différent. C'est un petit peu compliqué là comme ça à le percevoir avec ce que je dis, donc je vais essayer de le décrire plus. C'est en gros, je vais chercher j'existe en tant qu'être, mais je vais chercher à pouvoir donner au monde et montrer au monde quelles sont mes valeurs, mes orientations, Mhm. ma position pour me démarquer, quoi. Mm. J'ai pas tellement l'envie de montrer que je suis juste cette personne que je suis. J'ai envie de montrer que spécifiquement, je sais me construire et je sais me développer en tant que personnalité, quoi. Absolument. Voilà, Mm. donc c'est assez similaire quand même. Et voilà, On c'est peut pour faire ça des que. Ouais, on parallèles, peut oui. faire des parallèles, ouais. On peut faire des parallèles. Oui. Mais j'aime bien ce que tu décris là de ce processus. En psychanalyse, on parle beaucoup de la notion de séparation-individuation. Hmm. C'est vraiment l'enjeu de l'adolescence, c'est celui de se séparer et de s'individualiser, mais de s'individuer plus encore que s'individualiser, c'est-à-dire de devenir l'individu, le sujet tel qu'il entend effectivement euh, concevoir et être dans ses valeurs, ses besoins, ses objectifs et sa représentation du monde. Donc oui, ça fait très très sens ce que tu décris. Et l'autre chose aussi qui me fait rire, c'est que on a tendance à parler de l'adolescence, en tout cas en psychologie et psychanalyse, d'un temps de passage, tu vois, entre Mhm. l'état de l'enfance et l'état adulte. Mais c'est également un temps de transition, au sens strict. C'est-à-dire que le bébé, dans ses besoins, la personne âgée, dans ses besoins, et l'adolescence sont trois moments parallèles dans lesquels on va retrouver le rapport à l'autre, le rapport à soi, le rapport à ses valeurs comme des moments où justement c'est en train de bouger, où justement il y a quelque chose qui se construit de cet individu spécifique-là. Donc bébé, il y a la diade mère-enfant, et il y a toute la notion de l'autonomie. C'est-à-dire qu'au fond, ce que tu décrivais du bébé qui a besoin de nous, mais la personne âgée est en train de perdre aussi une forme d'autonomie. Et donc de faire avec comment je vais vers mon désir et quels sont mes moyens, à la toute petite enfance, à l'adolescence et à la personne âgée, vieillissante mais plutôt âgée, d'avoir cette conscience-là qu'on est sur les mêmes processus finalement de reliance à l'autre et puis d'usage de ses propres capacités. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que tu décris, c'est que la, il y a comment je me démarque, mais c'est aussi comment je laisse ma marque. Et au Hmm. fond, une des choses aussi du petit enfant, c'est qu'il va devenir attentif à l'effet qu'il produit. Et à l'adolescence, il y a également de ça, c'est de voir quel rayonnement j'ai, quel impact j'ai. Et je trouve que tu en parles d'une autre façon, mais pour moi, ça résonne vraiment, vraiment. Hmm. Il y a un lien entre le petit bébé qui grandit et qui est dans sa phase du non, dans sa phase voilà, de se différencier, et celui qui vient à l'adolescence dire sa singularité. Tout à fait, ouais. Ouais. Ouais, moi je le vois vraiment comme ça. Enfin, là je parle vraiment de mon expérience. Hum, Aussi, tu vois, c'est important de le dire. hum, Moi, en tout cas, personnellement, ça a été une période, et ce que je vois et ce que j'observe, c'est une période dans laquelle on a tendance, quand on est dans cette adolescence, à dire je suis
ça, je suis. Tu vois, et en fait, on va s'individualiser, Mhm. alors que à 2 ans, ouais, c'est juste, je veux montrer que j'existe en tant qu'être, tu vois. Oui, Et oui. je suis pas tellement en train de me dire, bah tiens, je suis gentil, je suis comme ci, comme ça. Mhm. Là, à l'adolescence, on va plus se positionner en mode, bah en fait, non, moi, je n'aime pas ça, je suis comme si, Mhm. etc. Et donc, il faut que je sois comme ça, il faut pas que je sois comme ça. On a plutôt une sorte de morale, d'éthique, de bien et Mhm. mal, là où en fait, mon petit, il a pas du tout cette éthique-là. Ouais, ouais. Donc voilà. Il Donc est tout entier dans son désir, c'est ça, il est effectivement. tout Ouais. entier et en fait, il a envie d'être tout entier, tu vois, dans son Mhm. désir. Là où en fait, à l'adolescence, on a envie au contraire de se dire non, en fait, ça, cette part de moi, hop, je la reconnais pas. Mhm. Je reconnais cette part de moi et je l'exprime et acceptez-la, etc., etc. Donc, Absolument. ouais, et c'est une période où il peut y avoir beaucoup de clash en fait. Mhm. Dans la vie, peut y avoir beaucoup de disputes. Tu vois, moi, je connais plein de parents aujourd'hui, d'amis à moi qui souffrent de leurs enfants adolescents Mhm. parce que ça va au clash, parce qu'ils expriment des traits de caractère, des parts que eux n'aiment pas. Mhm. Je dis part de soi, c'est-à-dire il y a des traits qu'ils n'aiment pas chez leurs enfants, et les enfants n'aiment pas des traits qu'ils voient chez les parents. Donc tu vois, il Absolument. y a ce côté confrontation qui peut venir, ce qui est tout à fait en vérité normal. Mhm. Euh, mais bon, pour certains, voilà, c'est très paradoxal. Donc, Oui, et puis à la fois, c'est oser se reconnaître dans un moment où l'enfant échappe un peu aussi. Il commence à se ressembler à lui ou à commencer à ressembler à l'adulte qui va être. Et il y a, on perd finalement cette proximité immédiate, cette identification immédiate pour rencontrer quelqu'un de nouveau qui se déplace physiquement différemment, a une autre odeur, a une autre manière de fonctionner, a hmm, des avis, et il y a une forme d'étrangeté, ouais. Et dans cette étrangeté, il y a l'espace pour un conflit qui parfois se résume juste à mais t'es pas comme je pensais que tu étais, ou t'as changé, ou mais pourquoi est-ce que tu dis ça comme ça? C'est pas comme ça que moi je vois les choses. Et il y a aussi la notion de rapport de force. ouais, tout à fait. Hmm. Je suis en train de me poser la question, qu'est-ce qui était important pour toi en fait quand, si je dis, disons, de 12 à 21 ans, qu'est-ce qui était important pour toi? Euh, il y a eu, en fait, il y a eu des phases, hein, il y a eu vraiment beaucoup de phases. Hmm. Euh, ouais, je dis il y a eu beaucoup de phases parce que j'ai eu, je pense, une grosse mission personnelle entre mes 12, 12-18, je dirais, ouais, Mhm. peut-être. C'était de devenir, j'étais bon dans le sport, je me reconnaissais pas du tout dans d'autres choses. Les études, j'aimais pas ça. Ouais. Vraiment, c'était compliqué et j'étais bon dans un truc, c'était le sport et je voulais le faire à fond. Mhm. Et j'étais un petit peu en rébellion contre la société qui me disait faut avoir un équilibre, on sait pas trop ce que c'est, le sport, il y a une personne sur 1000 qui est bien payée, dans mon domaine en plus, moi dans les sports de combat, dans la boxe. Donc bah écoute, et un plan B. Et en Mhm. fait pour moi je me disais mais non en fait je sentais que ça me faisait perdre mon focus quoi. J'étais en mode vas-y je C'est mise tout injuste. sur Ouais. le plan A quoi. Je veux pas avoir de plan B et le plan B j'y pense quand le plan A ouais n'a pas fonctionné, s'il a pas Mhm. fonctionné. Et j'aimais pas trop cette mentalité garantie, tu vois, avec on veut un plan de secours, on veut ci, on veut ça. Absolument, ouais. Et ça, bah, du coup, c'était compliqué, du coup, parce que ouais, mon entourage me conseille vraiment ça. Donc, du coup, j'ai fait des études que j'aimais pas trop, dans Ok. le fond. Mhm. Je me reconnaissais pas du tout là-dedans. J'ai même pensé que j'étais pas du tout fait pour l'apprentissage, la compréhension des choses, etc. J'étais vraiment fait pour expérimenter, faire du sport, aller trouver justement mon épanouissement dans le côté physique. Là Mhm. où en fait je m'émerveille totalement parce qu'aujourd'hui je me dis c'est marrant, je m'épanouis à apprendre, comprendre des choses sur l'être humain, sur le fonctionnement et je suis moins connecté du coup à l'aspect corporel aujourd'hui. Mhm. Donc moi j'ai une grosse quête entre 12, 16, 18 je pense. C'est apprendre, comprendre comment est-ce que je peux devenir meilleur physiquement dans mon sport pour Ah oui. devenir champion du monde. Et en fait, j'ai vraiment fait ça. Ça m'a appris beaucoup de choses. J'étais en rébellion, comme je t'ai dit, vis-à-vis de la société, de plein de choses, qui chantaient vraiment l'obligation de devoir faire autre chose. Et ça, Mhm. j'aimais pas trop. Ça me coupait ma liberté. Alors que moi, je me sentais bien dans un truc, j'avais envie de le faire à fond. Et je souffrais que les autres ne le comprennent pas, tu vois. Mhm. Et après, vers mes 16 ans, j'ai commencé à souffrir d'énormément
je faisais de l'anxiété sociale, beaucoup de stress. Ouais, et beaucoup d'angoisse aussi. Crise Ok. d'angoisse que je suis passé dans une phase en fait en France qu'on appelle semi-pro et à l'international c'était professionnel dans les sports de combat. Et du coup, bah, en fait, je sais pas, dans ma tête, je me suis dit, bah, je deviens pro. J'ai commencé à prendre mes premières primes mes premières primes en fait de compétition. Je commençais à être payé. D'accord. Et j'étais pas juste payé en bravo, c'est bien, j'étais payé en vrai argent. Et là, je commençais du coup à pouvoir filer un coup de main à ma famille. Et je sais pas, je me suis mis une espèce de pression avec ça. Je me suis dit, ça y est, en fait, t'es en train de le devenir, t'es en train de devenir le champion que tu veux être. Et en plus de ça, j'étais vraiment excellent. Et du coup, une grosse anxiété, une grosse Hmm. pression que je ressentais. En plus de ça, vu que tout le monde me voyait comme quelqu'un de très fort, j'en parlais pas. C'était quelque chose que je tuais un petit peu chez moi. Hmm. Et grosse pression. Et en plus, c'était une période dans laquelle mon père était revenu dans ma vie. Oui. Et mon père, qui est un fan de l'art, de tout ce qui est. Donc, forcément, moi qui fais de l'art martial et des arts martiaux, il s'est dit, waouh, trop bien. Et il me valorisait pour ça. Et je voyais qu'il m'aimait pour ça. Et donc, du coup, je Hmm. me disais, putain, faut pas que je déconne là, tu vois. Oui. Faut pas que je déconne. Je pense que secrètement, peut-être même que je n'en ai jamais parlé de ça. Mais je pense que secrètement, c'était ce que je me disais. Tu vois, à cette période-là, je me disais, bah ouais, faut peut-être pas que je déconne. Non seulement il y a des gens qui comptent sur moi, non seulement c'est le moyen pour moi de prouver à tout le monde qu'ils ont eu tort de me forcer à faire un plan B, Oui. à faire des trucs qui me parlaient pas du tout. Je vais vraiment leur montrer que je réussis, etc. Hmm, hmm. Et en fait, je me suis mis une sorte de pression inconsciente par tout ça, Absolument, oui. qui m'a amené en fait petit à petit en dépression, à faire des crises d'angoisse, de l'anxiété, etc. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que je me suis mis à utiliser mes primes de combat pour aller voir des thérapeutes, des psychologues, des personnes avec qui je pouvais parler parce qu'en fait, c'était un petit peu tabou et un petit peu, tu vois, un homme en plus Hmm. qui fait des sports de combat, donc qui est l'image de quelqu'un de fort, qui se donne une image comme ça, parce que aussi, il faut le dire, à ce moment-là de ma vie, j'étais un petit peu, je veux montrer que je suis le meilleur. Hmm. Et du coup, bah voilà, fallait que j'allais en scratch chez le psychologue, tu vois. On va dire, ouais, des fois, ça m'arrive, En fait, voilà. ça va pas trop trop. Ouais, avant la compétition, la semaine avant la compétition, j'ai pas dormi. Est-ce que Hmm. c'est normal? Et du Hmm. coup, je suis un petit peu stressé, oui. Hmm. Et donc, du coup, voilà, c'était le genre de choses que je parlais quand je fais des nuits à 2 heures de dodo vraiment bien dans ta nuit. C'est assez compliqué, quoi. Et tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas trop et que tu sens que t'es pas au max et tu sais pourquoi, en fait, dans le fond. Donc voilà, donc j'ai été voir psychologue, hypnothérapeute, sophrologue, enfin tout plein de spécialistes et j'en parlais même pas à ma famille en réalité. J'en parlais à personne, tu vois, je le faisais parce que c'était compliqué, je savais même pas comment l'expliquer, poser des mots sur ce que je vivais, Oui, donc c'est j'avais ça. même du mal. Enfin, je pense que si mes parents m'avaient dit mais qu'est-ce qui se passe, j'aurais même pas été capable de leur dire quelque chose, tu vois. C'était un espèce d'amas de beaucoup de choses. Je Absolument. dormais peu, j'étais stressé. À l'école ça se passait pas bien mais c'était pas, enfin alors ça c'était l'excuse, tu vois, je rejetais un petit peu sur à l'école ça se passe pas bien mais dans le fond c'était plein d'autres stress mais que je me mettais un petit peu tout seul donc Mhm. c'était pas, je pouvais pas dire bah il y a quelqu'un qui me stresse ou quelqu'un qui me Hmm. persécute ou quoi, c'était bon voilà, c'était un ensemble de beaucoup de choses et du coup ouais à mes 16 ans j'ai commencé à faire ça et en fait de mes 16 ans à 18 ans j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses que je faisais, j'allais voir je me suis accompagné par des psys qui étaient incroyables, j'ai fait beaucoup de sophrologie, d'hypnose, enfin, j'ai fait Hmm. plein d'approches, PNL. Hmm. Enfin, je pense que ça a été une période de ma vie où j'ai aimé en fait découvrir tout ça, Absolument. jusqu'à un point où je me suis dit, parce qu'en fait je voyais il y avait beaucoup de résultats sur moi, enfin Mhm. j'étais très coachable je pense, c'était Oui, sympa. t'es Et réceptif, ouais, oui. c'est ça, j'étais très réceptif et Hmm. très curieux et voilà, ça impressionnait toujours les personnes, ils me disaient putain mais cette maturité, c'est ouf. Et, euh, et en fait, je voyais qu'aussi, bah, quand même, je sentais toujours qu'il y avait un petit plafond, des petits grains de sable quand même dans l'engrenage. Et je me suis dit, mais après une séance, je me sens tellement bien. Et j'ai envie que cet état, en fait, il dure. Et je sens que des fois, bah, avant une compétition ou après une compétition, enfin, ça redescend. Enfin, je vivais des hauts et des bas. Et je me suis dit, pour avoir quelque chose de plutôt constant, Mhm. je vais chercher à me former. Et Ah donc oui. là, j'ai commencé à me dire, vas-y, je vais économiser mes primes pour pas trop aller voir des thérapeutes, mais plutôt pour faire des formations. Mhm. Et donc, en parallèle des études, ce que je faisais à ce moment-là, c'est que du coup,
je partais me former et ça me Mhm. faisait rire parce que des fois en cours je lisais des livres sur la psychologie, tu vois, des trucs où les gens ils me disaient mais putain, c'est le même Théo là Oui, qui n'aime pas les cours, qui n'aime pas ce qu'il apprend alors que toi tu lis des livres comme ça, enfin pourquoi tu lis des thèses et tu vois, des ouais. trucs très jeunes comme ça et en fait En non, fait, tu ça avais m'a vraiment passionné. ouais, t'avais vraiment la capacité de t'investir dans ce qui faisait sens pour toi. C'est ça. Et ça me Ouais. concernait et je faisais vraiment. En fait, moi, j'expérimentais. En fait, la force que j'avais, c'est j'expérimentais. C'est Ouais. j'apprends, j'expérimente, j'apprends, j'expérimente. Et du coup, je Mhm. revenais vraiment vers moi, vers mon corps, vers ce que je vivais. Mhm. Et j'ai eu la chance aussi d'être entouré beaucoup de personnes qui avaient bizarrement les mêmes problématiques que moi, enfin dans le sport. Et aussi, j'ai pu voir en fait, j'ai pu voir l'exemple parce que du coup, je me construisais en tant qu'adulte pendant l'adolescence. J'étais un adulte en construction et Mhm. du coup, j'observais vraiment comment les adultes fonctionnaient autour de moi. Je regardais les profs, est-ce qu'ils étaient épanouis, est-ce qu'ils n'étaient pas trop épanouis. Oui, oui. Je regardais ma mère parce que du coup, j'avais cet exemple-là. Il y avait mon père aussi qui était revenu dans ma vie et du coup, je regardais un petit peu comment ils étaient. Je voyais que c'était deux opposés. Je me disais, mais comment ils ont pu se mettre ensemble et avoir des enfants? Parce que c'est pour moi deux êtres qui a une totale enfin, manière De de fonctionner. penser, de voir les choses. Et donc, en fait, j'ai beaucoup appris en apprenant sur moi, en apprenant sur le monde et tout. J'ai vraiment Mhm. pu. En fait, on va dire que la chance que j'ai eue, c'était que j'étais vite dans le concret, quoi. Mhm. Mhm. En fait, c'était un petit peu une manière. Oui, c'est un accélérateur d'apprentissage. C'est-à-dire, je comprends et je mets à exécution et j'évalue et du coup, je peux ajuster en fonction. Et donc, assez rapidement, moi, ça fait écho un peu ce que tu décris, la curiosité de découvrir des techniques différentes et d'aller expérimenter et de voir ce que ça fait d'abord sur soi plutôt que de croire essentiellement ce que les autres en disent. Mais du coup, il y avait une force morale ou un feu intérieur assez fort finalement pour vouloir un plan A, pour vouloir aussi se cultiver sur les sujets qui t'intéressaient. Tu étais quand même en capacité de dire non à ce qui t'était proposé. Ouais, ouais, ouais. J'étais quand même en capacité. Alors, je. C'était pas. C'était. Enfin. Je sais pas ce qu'on appelle vraiment force ou. Enfin, je sais pas si vraiment j'étais comme ça à fond tout le temps. Parce que des fois, je râlais, quoi, tu vois. C'est-à-dire, Mais, je montrais mes positions, mais j'acceptais quand même, hmm, tu vois, ce qu'on me disait de faire, mais j'y allais en râlant, quoi. Parce que, hmm, voilà, c'était important pour moi de faire plaisir un petit peu à tout le monde. oui, Et voilà, mais on va dire que je montrais que j'étais pas trop en accord mhm, avec les autres, surtout quand on me disait, bah non, mais il faut faire ci, il faut faire ça, c'est important, il faut continuer les études et tout, machin. Et voilà, c'était un petit peu compliqué pour moi cette période-là. Je l'ai fait vraiment pour faire plaisir, quoi. mhm. J'ai validé mon bac, enfin, j'ai fait des études vraiment pour faire plaisir aux autres. Et, euh, et en fait, ouais, ouais, Moi, j'ai découvert l'un de tes programmes et ce qui m'a beaucoup touché et que je trouve intéressant aussi, c'est de voir que finalement, tu as créé une synthèse de tes apprentissages qui fait que tu as une approche de l'autre. Pas spécialement d'un homme, pas spécialement d'une femme, pas spécialement d'un âge, j'ai vu avec quelle facilité aussi tu peux accompagner des personnes vraiment différentes de toi aujourd'hui, hein. Il y avait beaucoup de femmes de 60 ans dans le groupe dans lequel moi j'ai participé. Donc je peux vraiment voir à quel point ta manière de fonctionner en tant que professionnel, elle n'est pas reliée sur l'identification uniquement. C'est une approche qui fait la part à l'autre et ça, je trouve que c'est plutôt remarquable. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, toi, tu en as fait une formation pour d'autres. ouais, Ouais. ouais. Ouais, ça a été vraiment important pour moi. En fait, bah, tu vois, ça a été, tu vois, dans mon parcours de vie, je pense que entre 12 et 16 ans, j'étais à fond dans le sport. À 16 ans, j'ai commencé à vivre des challenges émotionnellement parlant Oui. assez intenses. Et du coup, de mes 16 à mes 18 ans, j'ai été une machine à comprendre, apprendre l'être humain, etc. Et j'étais hyper curieux. À chaque fois que je faisais des formations, tu vois, je me rappelle des fois des formateurs qui me disaient, bah ouais, voilà, il se passe ci, il se passe ça. Et moi, j'étais toujours curieux de, oui, mais comment ça se fait? Ok, j'apprends à Mm. libérer des addictions chez les gens, ça me passionne, mais d'où est-ce que ça vient? Ouais, Mm. du coup, la génétique. Ouais, mais du coup, d'où est-ce que ça vient? Tu vois, et j'allais toujours chercher le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi.
on me renvoyait vers plein de choses et je menais moi-même mes propres recherches et franchement j'ai énormément adoré. C'est là où je me suis redécouvert. Je pensais que j'étais un cancre Mhm. totalement, ouais, je pensais que j'étais vraiment pas fait pour apprendre, comprendre des choses et en fait je me suis passionné dans de l'apprentissage et c'est là que je me suis dit putain en fait, enfin, chacun sa place quoi, en fait. Et Mhm. c'est vraiment je me suis dit ça c'était pas ma place, ça c'est ma place. Mhm. Et du coup en remarquant ça j'ai eu une période on va dire de chamboulement où presque en fait c'est passé parce que tu vois je commençais aussi à aider d'autres personnes. C'était dans mon club de boxe à l'époque, je aidais d'autres sportifs. Mhm. Puis après j'avais d'autres personnes aussi qui venaient à moi qui n'étaient pas forcément des sportifs mais qui vivaient du stress au quotidien, etc., de l'anxiété. Et du coup, je les accompagnais et je voyais qu'il y avait des résultats. Je voyais qu'il y avait des résultats sur moi aussi en compétition. J'arrivais totalement à me libérer du peur, de la stress, etc. Enfin, du stress, de l'anxiété, Mhm. de, toutes ces, enfin, de tout ce qui me gênait. Et je voyais que je devenais de plus en plus serein, confiant en moi-même. Et je voyais que j'aidais aussi les autres à ça. Et ça m'a énormément plu. Et je me Mhm. suis dit, en fait, plus que la réalisation personnelle, ce qui me permet, moi, vraiment de m'épanouir, c'est d'aider les autres à s'épanouir. Et ça m'a vraiment rempli d'un amour de fou. Aujourd'hui, j'en suis toujours dedans, tu vois, Mhm. je me nourris de ça au quotidien. Et C'est intéressant ce que tu décris parce que ça vient quand même illustrer cette nécessité, je trouve. Tu vois, à la fois dans la boxe, il y a cette idée de la frappe et il y a l'impact, hmm, mais chez l'adolescent, je crois aussi que l'une des manières de l'accompagner, de l'étayer au mieux, c'est de lui montrer que son parcours, son histoire, ses actions, ses pensées, ses paroles ont un impact. Et au fond, là, ce que tu décris, que je trouve très chouette, c'est de dire, moi, je suis celui qui peut permettre à d'autres de... Donc cette notion de facilitation, bien sûr, mais aussi de repérer que ce que tu fais a un impact sur les autres. carrément. Hmm. Ouais. Franchement, c'était hyper beau pour moi de le voir. Hmm. Je me disais, ok, j'ai un impact. Il n'est pas douloureux cette fois-ci. Voilà. Et non, franchement, ça m'a. Je me sentais vraiment bien et je me disais, en fait, ma place, elle est dans le fait d'aider les autres, quoi. J'aime vraiment ça. Hmm. Ça me plaît énormément. Et voilà, et c'est pour ça que j'ai commencé à avoir un équilibre de vie qui s'est réorganisé, Mhm. où à partir de entre les 16 et 18 ans, je forçais encore à faire passer le sport en avant, alors que finalement, je me sentais plus trop aligné encore à faire du sport à très haut niveau. Et passé, je crois, les 18 ans, j'ai commencé de plus en plus à accompagner, tu vois. Hmm. Et voilà, et aujourd'hui, bah, voilà, j'ai monté plusieurs programmes, Hmm. accompagnement. Là, j'en suis arrivé aujourd'hui à former, transmettre mon savoir à d'autres Hmm. personnes. Et franchement, j'adore ça aussi. Et là, tu décris, qu'est-ce que ça requérait alors finalement de performer au haut niveau pour toi? Euh, Ta question, c'est c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a besoin pour performer? Oui, mais surtout pour toi. Hmm. C'est-à-dire au fond, euh, être aligné à être un sportif de haut niveau, ça voulait dire quoi pour toi au quotidien en tant Hmm. qu'adolescent? Ouais, pour moi, à l'époque, c'était beaucoup de choix au quotidien, en Hmm. fait. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui me disent aujourd'hui, ah tiens, j'aurais pu moi aussi faire quelque chose. Dans ma tête, je me suis dit, ouais, ok. Parce que, en fait, et c'est. En fait, je pense que les gens ne voyaient pas au quotidien tous les choix que je faisais au quotidien, tu C'est vois. ça. C'était se lever tôt, faire des étirements, essayer de manger sain, se coucher tôt, pas sortir trop tard le soir, dire non à des sorties avec des amis. Et en plus, dans une phase où tu vois, je me dis, waouh, je vais quand même peut-être le regretter. Là, je loupe Hmm. une sortie, un événement d'un ami, c'est un truc qu'on vit entre guillemets une fois. Tu vois, et j'avais Hmm. mes amis qui me disaient, ouais, mais allez, c'est les 18 ans d'un tel quand même, tu vas Hmm. venir. Ouais, je peux pas trop parce que le lendemain, j'ai une compétition. Et en Hmm. fait, ça a été un moment de ma vie où j'ai dû me positionner et me dire, bah en fait, c'est maintenant qu'il faut que j'investisse mon temps, mes efforts, mon énergie pour pouvoir réaliser ce que je veux. Et réaliser ce que je veux, ça compte plus donc il y a une période de ma vie où ce qui a été le plus difficile, ça a été de faire des choix. Des fois, c'est pas facile. Donc voilà, en tout cas, je me suis donné à fond. Et pour moi, c'était ça le haut niveau. Mhm. C'était surtout être calibré, positionné à ce que je voulais être et, euh, et devenir. Et en fait, moi, je viens aussi d'un monde où il n'y a pas de thérapie, il n'y a pas de travail sur soi. Tu vois, c'est Oui. juste
manifeste au quotidien, intègre, devient celui que tu es. C'est-à-dire, deviens, si tu veux devenir le champion du monde, tu arrives à la salle, tu dis je suis le champion du monde et tu t'entraînes comme le champion du monde. Tu l'es pas encore, mais tu l'es déjà dans ta manière de vivre. Absolument. Et je viens d'un monde comme ça, tu vois, Mm. où en fait, vas-y, fais. Et j'adore ça en fait. Et au Mm. quotidien, même les gens que je forme aujourd'hui, je leur dis, mais manifestez dans votre vie. Soyez ce que vous voulez être et vous Mhm. allez voir que ça va arriver. Et en même temps, en parallèle de ça, bah, j'ai connu aussi la phase où, concrètement, quand tu fais des crises d'angoisse, où tu as du mal à respirer, c'est compliqué de te dire je suis le meilleur, tu vois. Et, tu vois. Donc, tu vois, j'ai vécu aussi cet équilibre de vie-là, alors que Mm. moi, franchement, avant mes 16 ans, tu me parlais pas du tout d'aller voir un psychologue, hein. Tu me parlais pas du tout d'aller voir un thérapeute. Pour Mm. moi, c'était les gens qui ont des problèmes, tu vois. Mm. Et en fait, c'est pour ça que j'ai eu honte aussi à en parler entre mes 16-18, parce que pour moi, non, j'ai pas de problème, tout va bien dans ma vie, je vous montre mon bon profil, tu vois, sur les réseaux et dans Absolument, le monde. ouais. Donc, voilà. Et du coup, moi, ce qui me vient, c'est que est-ce que c'était plus comme ça parce que tu étais un jeune homme ou plus comme ça parce que c'était un boxeur ou plus comme ça parce qu'effectivement le milieu d'origine n'était pas sensible à ça? Hmm. Quel poids finalement chacune de tes facettes avait? C'était un combo de tout ça. Le plus, si je devrais quantifier, c'est ouais, peut-être le fait d'être un homme adolescent, on va dire, ouais, un homme adolescent. Mais peut-être que si j'avais pas été dans le milieu, dans l'écosystème dans lequel j'étais, avec euh, vraiment mes collègues de boxe, Oui. tu vois, ouais, peut-être que j'aurais pas pris autant à ce niveau-là, mais je pense que ouais, quand t'es un adolescent, quand t'es un jeune homme, et que tu vis des choses fortes quand même comme je le vivais, Mhm. c'est pas facile, quoi, tu vois, c'est pas facile. Et moi, j'ai remarqué que, tu vois, aussi, j'avais pas le droit d'échappatoire. C'est-à-dire que j'ai plein d'amis qui, à Mm. cette période-là, ont commencé à prendre des drogues, à Oui. prendre des choses pour essayer d'échapper, de rigoler, de se marrer, tu vois. Mm. C'est quand tu vis, tu vois, quelque chose qui est assez tragique, généralement, tu vas aller vers quelque chose plutôt comique qui amène de l'euphorie dans ta vie. Et du coup, bah, tu vois, il y a la drogue, c'est facile, on va dire, d'accès. C'est un chemin facile pour aller vers un soulagement court terme. Mhm. Et sauf que moi, bah, ça, avec ma situation de vie, avec le sport et tout, bah, je disais non, tu vois, c'est pas possible pour moi. Mm. Même si secrètement, j'étais un petit peu attiré par ça, tu vois. Mais la réalité, c'est que je me l'autorisais pas. Donc, du coup, bah, ça a été quand même un bénéfice pour moi, là, maintenant, quand j'y réfléchis. Mais du coup, ça m'a amené à vivre fortement des émotions, tu vois, que je pense d'autres personnes ne vivaient pas aussi intenses. Mhm. Et à ça, bah, du coup, j'ai combattu longtemps avec tout ça. J'ai trouvé des solutions quand je me suis fait accompagner. Et ça allait vraiment mieux, quoi. Et je suis en train de me poser la question de la différence, parce qu'a priori, tu avais un coach, tu avais un Hmm, préparateur mental, c'est ça. et c'est de faire la différence entre j'ai besoin de ça pour performer et j'ai besoin de ça pour me sentir bien. Ouais, ouais. Euh, pour moi, tu vois, la différence, c'est quand tu as besoin de ça pour performer, c'est que déjà, tu as une énorme. C'est presque le travail que tu fais, il n'est pas aligné. Mm, Parce que, en fait, c'est vraiment connecté à une énergie de peur, à mm, une énergie de. Bah, en fait, si j'ai pas ça, alors il va y avoir le gros chaos dans ma vie. Donc, en fait, tu es ultra stressé, t'es pas bien. Et donc, mm, presque, tu es dans un mode assez additif, tu vois. mhm, Et c'est pas très sain. Mais en même temps, quand on est plutôt connecté à, bah, en fait, j'ai envie de ça pour me sentir bien mm, et pour, tu vois, pour moi, il y a le j'ai besoin mhm, pour et j'ai envie pour. mm, Et en fait, pour moi, le sportif, et je conseille vraiment aux gens de faire de l'accompagnement sur eux, s'ils sentent que ça les fait se sentir bien et si ça les fait se connecter vraiment de plus en plus à ce qu'ils ont envie de devenir et tout, et si c'est bon pour eux, quoi. Donc, mm, pour moi, l'idée, c'est est-ce que j'ai envie de le faire, mhm, ok. Parce que ça m'aide à devenir ce que j'ai envie d'être et plutôt que bah, si je le fais pas, il va y avoir un gros chaos dans ma vie, j'ai besoin et de le mm, prendre vraiment comme une roue de secours, tu vois. mm. Après, ça peut être ok, tu vois, on peut le prendre au début comme une roue de secours et si on a de la chance, on tombe sur des accompagnants qui vont nous aider à, à ouvrir un petit peu les yeux sur ouais, tu sais que là, tu es en train de, De t'es en train de pousser un fonctionner peu. comme ça.
Et j'étais en train de me poser la question des échappatoires, puisque tout était organisé comme ça, finalement tu les as trouvés dans la curiosité sur le fonctionnement de l'être humain. Mais est-ce qu'il y avait d'autres choses? Est-ce qu'il y avait de la musique? Est-ce qu'il y avait de la nature? Est-ce qu'il y avait des animaux? Honnêtement, je ne sais pas, hein, je pose la Hmm. question au sens large. Ouais. Qu'est-ce qui faisait de l'air ou peut-être était nourrissant finalement pour toi? Ouais. Qu'est-ce qui était nourrissant pour moi à ce moment-là? Mhm. Principalement, j'avais ouais, la connaissance de soi, le travail sur soi. Euh, J'avais bah, mes amis, malgré tout, tu vois, j'avais quand même des super amis. J'avais ouais, enfin, des super amis, des collègues de boxe. Enfin, c'était Mhm. vraiment le fait de pouvoir rigoler, sortir avec mes amis. Ça a été des choses qui me permettaient en tout cas d'avoir un petit échappatoire quand même à ce que je vivais. Je leur en parlais absolument pas, tu vois, mais Mhm. sans forcément leur parler, juste de rester avec eux, de penser à autre chose, c'était une sorte de mieux-être déjà Mhm. sur le court terme, quoi. Donc ouais, j'avais ça. Je faisais un petit peu de musique, mais je sais pas vraiment si c'était un échappatoire, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je faisais de la musique. D'accord. C'était curieux. Et je me sentais bien à faire de la musique. J'étais passionné aussi par la musique à ce moment-là, je faisais beaucoup de guitare. Mais ouais, j'ai pas poussé là-dedans, j'ai toujours su que c'était juste un hobby, quoi. Un truc, Mhm. voilà, un truc pour, voilà, je Pour jouais être... aussi un petit peu aux jeux vidéo. Ah, j'étais en train de penser à autre chose, moi. Je me disais, je pensais d'un coup le joueur de guitare sur le sable avec le feu de camp et les filles. Je Ouais, pensais à ça. non, pour le coup, en plus, contrairement à ce qu'on peut penser, j'étais totalement. J'ai pas eu beaucoup de relations, j'étais hyper euh, mal à l'aise en fait. Je me sentais. En fait, c'est paradoxal parce que les gens, en fait, ils comprennent. Enfin, quand je leur dis ça, ça étonne toujours parce que je montrais beaucoup aux gens que non, je suis super fort, je suis super à l'aise et tout. En plus, avec l'un de mes amis, Jonathan, il y a pas longtemps, on en rediscutait et je lui disais, bah tu vois, en fait, la meuf de l'époque, que je vous disais, bah en fait, non, elle n'a jamais existé, quoi. C'est-à-dire que je n'avais pas de Mhm. petite copine, mais parce que c'était normal d'en avoir une, je disais, ouais, ouais, j'en avais une et tout. Mhm. Mais en fait, non, tu vois. Et moi, à chaque fois que dans ma vie, alors j'en ai quand même eu, hein, bien sûr, mais je m'inventais une vie sur ce niveau-là parce que finalement, j'étais pas ouvert à ça déjà, en Mhm. fait, dans le fond. J'avais pas le temps et j'étais pas ultra à l'aise, franchement. Je perdais vite mes moyens quand il fallait que je parle de quelque chose d'assez profond à une femme, quoi. Mhm. D'accord. J'ai presque envie de dire timide finalement. Ouais, j'étais timide. Ouais, j'étais vraiment timide. Mhm. Et, ouais. Et ça, en fait, j'allais pas trop contre ça. Je restais dans ma timidité, Mhm. et, je prenais la distance et voilà. Et en fait, je fonctionnais comme ça. Mais donc ouais, j'ai un petit peu vécu comme ça, un petit peu la phase d'adolescence. Mhm. J'avais des petites amourettes de temps en temps, mais pas d'un réel amour. Et j'étais assez timide, renfermé, pas prêt à m'ouvrir dans le fond. Et, euh, et voilà. Mhm. Et maintenant, on pourrait quand même dire que tu es un expert des relations. C'est ça carrément parce que ouais, j'ai un programme de formation qui s'appelle Nouveau Couple là Mhm. avec Charles. On est tous les deux passionnés par le couple et en tout cas on a envie de transmettre. Alors on n'apprend pas aux gens comment faire des rencontres et comment vaincre la peur de la timidité. Enfin on peut en parler, mais grosso modo c'est plutôt comment est-ce qu'on peut maintenir l'amour dans sa relation de couple et comment est-ce qu'on fait pour s'aimer de plus en plus avec le temps. Mhm. Magnifique Donc voilà. programme. Magnifique programme. J'étais aussi en train de me poser la question de... Tu parlais des amitiés, des copains qui faisaient finalement euh, ouais, une soupape, une parenthèse, vraiment un bol d'air frais dans ta vie. Je pensais aussi à la fratrie, parce que tu Hmm. disais finalement que tu avais une sœur. Comment est-ce que tu décrirais les relations familiales? Parce que c'est dans le foyer en général que les portes claquent. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Ouais. Euh, L'idée, bah c'est aussi peut-être de transmettre des clés pour ces moments-là, ces moments ouais. conflictuels-là à la maison. Alors, à partir de ton expérience ou peut-être aussi de ce que tu as vu ailleurs. Et moi, je sais aussi par rapport à ce que toi, tu as pu accompagner.
Ouais, c'est vrai. J'aime bien l'idée de les portes te claquent, ça m'a fait tilt. Oui. Euh, ouais, franchement, bah moi, du coup, oui, j'ai grandi avec l'image que, bah voilà, il faut que je sois le grand, parce qu'en plus, j'étais le plus grand de ma fratrie, Mhm. donc il faut que je montre un petit peu l'exemple, etc. Euh, donc moi, du coup, j'ai grandi avec mes deux sœurs, hein, Mhm. d'ailleurs, à la maison. Donc j'avais, enfin, ma sœur, on a 4 ans d'écart avec ma petite sœur et on avait 10 ans d'écart avec celle d'après. Mhm. Donc tu vois, j'avais quand même un bon écart avec la toute dernière Mhm. et 4 ans avec celle d'avant. Et j'avais aussi un demi-frère, mais du coup, je vivais pas avec lui au quotidien. Mhm. Euh, et j'ai aussi un demi-frère que je voyais de temps en temps à l'extérieur. Ça a été. Bah, c'est marrant parce que moi, du coup, je me suis vu vivre mon adolescence et en fait, moi, j'ai vécu une adolescence où j'ai remarqué que je me suis coupé. J'avais des points où vraiment on était en conflit avec ma mère et voilà. Mais il y avait des points aussi où je me coupais totalement et en fait, il n'y avait pas de conflit parce que je me coupais et je ne partageais pas ce que je vivais. Tu vois, notamment D'accord. ce que je ressentais, ce que je vivais. Donc ça, ce que je trouve dommage avec le temps parce que ça crée une distance et je pense qu'on n'arrivait pas, alors moi j'arrivais pas à en mettre des mots et Mhm. elle aussi elle savait pas peut-être comment m'aider à mettre des mots dessus ou comment, enfin elle se disait peut-être juste bah Théo il est comme ça, tu vois, Théo il Mhm. s'exprime pas trop Mhm. et voilà, mais en fait non, c'est pas que je m'exprime pas trop, c'est que bah, voilà, il y avait tout ça que je vivais donc c'était compliqué. Donc moi il n'y a pas eu cette phase où de l'adolescence en mode crise où je Mhm. claque les portes et tout. Mhm. Ma petite sœur par contre l'a plus eu ça. Ouais. Je l'ai vu. Après, c'était ma mère, ma soeur de femme, donc peut-être que ça joue, je sais pas. Mhm. Mais j'ai plus vu ça chez elle. Et ouais, et du coup, ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce qui se passe? Mhm. Alors, sur un plan profond, c'est un truc que je vois de plus en plus. C'est qu'en fait, l'adolescent va venir agir comme un décongélateur chez le parent. Mhm. C'est-à-dire que, tu vois, moi, c'est l'une des leçons que j'ai appris de ma phase d'adolescence, c'est qu'il y a des adultes. Parce Mhm. qu'en fait, finalement, dans un adolescent, il y a un enfant qui meurt, un adulte qui se crée, tu vois, Mhm. mine de rien, enfin, sur un certain plan. Et tu vois, j'ai vu des adultes qui étaient froids, cristallisés, qui étaient Oui. distants, tu vois Mhm. ce que je veux dire. Mhm. Et j'ai vu des adultes qui étaient vraiment chaleureux, enfin, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus rayonnants. Mhm. Et j'ai eu cet exemple-là, et j'ai eu la chance d'avoir cet exemple-là. Mhm. Et je remarquais que voilà, il y avait plein de choses qui, chez ma mère, étaient comme cristallisées. Il y avait une sorte de grosse pression aussi, tu vois, en tant Mhm. que maman solo, entre guillemets, qui se mettait, et c'était pas facile ce qu'elle vivait. Mhm. Et, euh, et voilà, et donc moi j'observais ça et je remarquais que bah tiens, moi ou ma sœur, on venait exprimer des traits qui venaient chez elle l'aider à comme décristalliser des parts d'elle qui étaient complètement figées. Tu vois. Intéressant. Et Mhm. ça, en tout cas, moi j'ai vu que j'ai vu vraiment ça se jouer fort, quoi. Mhm. Vraiment, j'ai vu ça se jouer fort. Oui. Et, T'as et des anecdotes en tête ou pas spécialement parce qu'au niveau du schéma, je trouve que c'est très clair la manière dont tu le décris, mais peut-être pour nos auditeurs de voir comment carrément, ça peut se présenter. carrément. Je vais, euh, je vais avoir des exemples. J'essaie d'en trouver un avec moi plutôt que d'en trouver un avec ma sœur, mais j'en ai un petit peu avec ma sœur. J'essaie d'en trouver un avec moi. Mhm. Euh, Il y a un, il y a un moment ouais, où en fait j'entendais souvent ma mère me dire ah là là, franchement, tu pourrais un petit peu plus penser aux autres, voilà, ça se fait pas trop. Moi j'aime vraiment pas ça chez toi et tout. Et c'était marrant parce que du coup, c'est ce qu'elle avait pas aussi aimé chez mon père et chez d'autres personnes, tu vois, dans le monde. Mhm. Et en fait, moi, j'exprimais à fond ce côté égoïste, enfin, dans ses perceptions, en fait, dans le fond, parce que je sais même pas vraiment si j'étais Mhm. hyper, hyper égoïste, mais il y a une période vraiment
de ma vie pendant l'adolescence où en fait je faisais beaucoup de choses en pensant à moi, à ma personne, au sport et voilà. Et donc du coup, tu fais une machine pour toi, mais tu pourrais la faire pour nous. Et Oui. pourquoi t'as pas pensé? Mais Théo, t'as pas vu le linge, tu l'as enjambé, tu vois. C'est-à-dire, et en fait, je le voyais pas dans ma tête. J'étais juste pas branché sur ça, tu vois. Mais vraiment, si on me demandait est-ce qu'il y avait du linge qui traînait, non, je l'avais pas vu. Oui. Je pensais à mes affaires et elle me disait oui, toi, tes affaires sont toujours bien rangées, ton sac de boxe, faut toujours qu'il soit parfait et tout. Par contre, tu fais pas attention à nous, quoi. Tu laves ta vaisselle, mais pas la nôtre. Et c'est des trucs que je voyais pas trop, en fait, parce que j'étais, je pense, vraiment connecté sur moi-même et sur ça. Et il y a plein de trucs comme ça que je voyais pas. Et en fait, je pense aussi que inconsciemment, c'est presque comme si je exprimais ce que j'exprimais. Elle, de son côté, ça venait réactiver quelque chose chez elle qui était, moi en fait, ma partie, je pense à moi, elle est complètement éteinte et je vis toute ma vie en pensant au bonheur de mon foyer, de mes enfants, etc. Ma mère, elle mettait tout ce qu'elle gagnait pour nous. Je pense qu'elle, elle se faisait vraiment pas de plaisir au quotidien. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai jamais trop vraiment ressenti ça. Et en fait, c'est cool d'avoir un parent qui s'autorise à se dire, je vais me faire un kiff. Et moi, j'aurais bien aimé vraiment que ma mère, à ce moment-là, elle s'autorise à nous montrer en tout cas qu'elle kiffe sa vie, quoi. Et que toute sa vie n'est pas tournée sur sa famille et sur ce truc-là. Parce qu'il y avait une sorte de pression à faire ça. Moi, c'était un petit peu l'exemple que je voyais. Et donc, vraiment, j'étais un décongélateur fort pour l'amener à décongeler ces parts d'elle, quoi. Cette part aide qui était complètement cristallisée. Et j'ai pu voir vraiment que chez la plupart des personnes qui sont hyper anxieuses, qui ont vraiment de la pression au quotidien, tu vois, c'est que, en fait, il y a tout un tas de parts d'eux, en fait, de parts de ces personnes-là, qui sont cristallisées, qui sont comme congelées. Et du coup, ces parts-là, en fait, elles sont congelées, elles sont mises de côté. Et il y a une sorte de moralité intérieure qui est, en fait, il faut être l'inverse. Il ne faut pas exprimer ce côté égoïste, il faut exprimer ce côté altruiste. Absolument. Tu vois. Ouais. Et en fait, là, c'est tous ces trucs-là, et pour moi, ça se crée à fond pendant l'adolescence. Ça se crée à fond pendant l'adolescence. Avant ça, vraiment, il y a cette période où on est en lien avec nos blessures. Tu vois, il y a la période de l'enfance où on fait beaucoup de cauchemars, de choses comme ça. Et le cauchemar, c'est aussi le moyen mémoriel que l'enfant a de rester accroché en lien avec ces traumatismes. Et il y a une période vraiment à l'adolescence où on va se positionner et on va se dire, tiens, ça, du coup, j'en ai souffert, hop, je le mets de côté et du coup, je sais ce qu'il aurait fallu que je sois, donc je vais être comme ça. Ou j'ai observé que telle personne a beaucoup souffert, ça peut être par exemple ma mère, elle a beaucoup souffert de, je sais pas, la pauvreté, donc ça, il faut pas l'être, moi, je vais me concentrer et devenir riche, tu vois. Et bref. Et vice versa. Donc pour moi, il y a toute cette moralité de il faut, je dois qui se construit énormément à l'adolescence. Et donc, forcément, moi, inconsciemment, en tout cas, je m'étais construit tout un personnage sur, en fait, il faut aussi que je sois, en fait, égoïste, il faut que je pense à moi, etc. Elle, ça venait vraiment l'appuyer fort, quoi. Ouais, je peux imaginer. Et la question du conflit aujourd'hui, c'est intéressant peut-être d'en parler. Comment est-ce qu'on peut résoudre des conflits à cette période-là de la vie? Parce qu'il y a notamment la question de l'autorité. Selon les cultures, c'est une question qui est plus ou moins négociable. Comment toi, tu pourrais donner un point de vue pour des parents et peut-être même pour des adolescents d'ailleurs? Oh, c'est une super, super question, ça. Parce que je prends la mesure de cette question parce qu'il y a tellement de personnes qui souffrent des conflits, tu vois, c'est chaud. Moi-même, j'en ai beaucoup vu, beaucoup vu. En fait, pour moi, je pense que c'est vraiment un art, presque, de bien se disputer. Tu vois. Je pense aussi. En fait, la plupart du temps, déjà, ce qui est important pour moi, ça a été de comprendre un petit peu c'était quoi la dispute, d'où ça venait, comment ça se crée. À l'origine, on a juste deux points de vue, tu vois, totalement différents. En fait, ils rentrent en opposition, ils rentrent en confrontation, tu vois, ces points de vue-là. Et du coup, en tant que parent, on veut, avec son autorité, essayer de faire montrer à un enfant quelque chose, sauf que l'enfant, c'est plus tellement un enfant, c'est un adolescent, et donc un adulte en devenir. Et donc, lui, il se positionne. Et du coup, il va confronter pour pouvoir aussi montrer ses positions.
Moi, le meilleur truc que je conseillerais comme ça, c'est d'aller juste être. Enfin, ouais, c'est quelque chose que je prendrais vraiment plaisir à mettre en place. C'est essayer d'aller rencontrer du coup son enfant Mhm. qui, et en fait, on pense pas, je pense qu'on pense pas à le faire naturellement parce qu'en fait, on croit, parce qu'on a accouché, tu vois, de quelqu'un, tu vois, on croit qu'on le connaît et on croit que finalement, on est, entre guillemets, on sait tout, on est sachant de sa vie. Mhm. Sauf qu'en fait, non, il y a un tas de choses qu'un adolescent, il absorbe, il comprend, il connaît, il reçoit, il intègre au quotidien. Et ça va tellement Absolument. vite et des fois même trop vite Mhm. pour que tout soit bien compris consciemment. Et donc, en fait, presque moi, j'aurais l'envie de dire aux parents Mhm. qui pourraient écouter ça, c'est voilà, posez-vous, tournez-vous vers lui, elle, vers votre enfant tout simplement, et essayez juste d'aller comprendre un petit peu c'est quoi sa carte, sa vision du monde. Et sans chercher vraiment à l'enseigner, parce que franchement, c'est chiant quelqu'un qui enseigne. C'est marrant parce que j'enseigne au jour le jour, tu vois. Mais franchement, c'est chiant. On n'a pas envie d'être avec quelqu'un, tu vois, tu vois, on n'a pas envie que quelqu'un dans un échange ou quelqu'un nous donne des leçons, nous enseigne, tu vois. On n'est pas là en mode, vas-y, je prends mon cahier, vas-y, note-moi ce que je dois être comme adulte. On n'a pas envie de ça, tu vois. Et en fait, moi, je me rends compte qu'il y a aussi une distance comme ça que j'avais vécue avec ma mère, parce qu'elle était vachement dans l'enseignement, dans je Mhm. te montre un petit peu des choses. Moi, j'étais là en mode, mais ta vie, elle est pas parfaite, quoi. Bon, bien sûr, je le disais pas, sinon coup de coude, mais tu vois, j'étais là en mode, voilà, enfin, je ne veux pas de tes conseils, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut dialoguer sans que le système de valeurs, les idées, les opinions de Hmm. l'autre cherchent à dominer l'autre? Ouais, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut finalement rencontrer sans pour autant imposer une vision du monde à l'autre? Hmm. Et je trouve que tu donnes une clé qui est vraiment intéressante, qui peut-être aussi est une clé, enfin certainement d'ailleurs une clé dans le couple, c'est-à-dire l'autre reste un inconnu. C'est-à-dire que on crée une relation et pour autant être attentif à le rencontrer chaque jour, c'est une des clés possibles pour résoudre des conflits. Ouais, Et carrément. aussi comprendre que tout n'a pas à être résolu en termes euh, de gain ou de perte. Hmm. Peut-être que l'une des choses à apporter, c'est la conscience que elles peuvent se coordonner, qu'elles peuvent s'alterner, qu'elles peuvent entrer dans un espace plus de compromis ou d'accord, et d'accord qui peut être réinterrogé plutôt que d'avoir un système qui gagne sur l'autre. Ouais, ouais, j'aime bien j'aime bien vraiment moi cette manière de penser parce qu'elle me permet de voir que bah, en fait on peut juste être ok avec le fait que l'autre existe. Il y a Mm. une philosophe Simone Veil, mais pas le Simone Veil que la plupart des gens connaissent, mais vraiment la philosophe. Mm. Elle dit une phrase en latin. Je vais pas m'amuser à la dire en latin parce que c'est- j'ai trop honte. Mais cette phrase, elle dit je t'aime, je veux que tu sois. Mm. Et je trouve cette phrase tellement belle parce que Mm. je me dis, je t'aime, je veux que tu sois, Mm. du verbe être, tu vois, donc je t'aime et je veux que tu existes. Je veux Mhm. pas te cueillir comme une fleur qui va m'appartenir, je t'aime tellement, toi, en tant que fleur, entre guillemets, tu vois, Mm. dans le champ, que je veux te laisser là et je veux juste que tu existes en tant que tel. Mm. Mm. Et moi, en tout cas, ça me parle beaucoup, ça. Et donc, s'il y a des parents qui cherchent, entre guillemets, à réajuster leur posture, à se réentendre cette phrase, tu vois, je t'aime, je veux que tu sois, parce que dans le fond, on veut que nos enfants deviennent qui ils sont. Mhm. Et souvent, nous, on pense en tant que parents que, même moi aujourd'hui, hein, je pense savoir ce qui est bon pour mon fils, mais dans le fond, Mm. oui, bien sûr, quand il est jeune enfant, parce qu'il y a jusqu'à les 6 ans, en fait, il sait pas non plus c'est quoi la sécurité pour lui, tu vois, ce qui est bon et ce qui est Mm. pas bon. Mhm. Mais en fait, quand ça devient un adolescent, vas-y, je t'aime, je veux que tu sois. Et tu sais quoi, je vais m'asseoir avec toi et découvrir juste c'est quoi ta carte du monde, c'est quoi ta manière de penser, sans forcément vouloir te posséder, mais juste comprendre et accueillir qui tu es. Et Mm. ça, c'est chaud. Mm. Ça, c'est chaud parce qu'en fait, la différence, on l'aime pas trop. Pas tant que ça. Pas tant que ça. En fait, c'est même pas qu'on l'aime pas, mais c'est surtout qu'on en a peur, en Mm. fait.
Je pense que secrètement, le vrai truc, c'est qu'on en a peur de la différence de l'autre. Quoi qu'on soit dans le monde, qui qu'on soit, on a peur de la différence. Parce qu'en fait, on a l'impression que si on l'accepte, on va le devenir. Et si on n'aime pas la différence qu'on voit, bah en fait, on va se dire, non, c'est pas bien. Donc il y a forcément une part de nous qui va chercher à, À rejeter. oui, mais en fait, ton point de vue, tu sais que, est-ce que tu penses vraiment qu'il est bon ton point de vue? Parce que moi, je pense autre chose et je connais qu'autre chose, etc. Et je vais chercher à appuyer quelque chose chez quelqu'un. Donc la discussion, elle va être complètement pas enrichissante, elle va être assez pauvre, et il y a forcément quelqu'un qui va vouloir prendre le dessus sur l'autre, et ça va monter en escalade, et ça va être un genre de débat politique, quoi, tu vois. Donc ouais, moi en tout cas, je remarque vraiment ça, ce truc que, en fait, la différence, ça fait souvent peur, et en fait, on le voit même pas qu'on a peur, parce que c'est silencieux, comme inconscient et enfoui. Et ça fait bizarre de se dire ça, hein, de se dire, mais en fait, ce qu'il exprime mon enfant, ça me fait peur. Et si je l'accepte, j'ai peur moi aussi de le devenir un petit peu plus. Mais en fait, c'est beau, c'est cool. En fait, moi, je pense vraiment que ce qui nous effraie et ce qui nous fait peur, plutôt que tirer, tu vois, sur la corde, sur deux opposés, si on détend la corde, on peut vraiment, du coup, la nouer et former un cercle et avoir vraiment ce côté où ça veut pas dire qu'on va abandonner notre manière de penser, ça veut pas dire qu'on va abandonner notre pan de corde, mais ça veut vraiment dire qu'on va apprendre à vivre avec aussi l'autre. Et on peut avoir deux manières de penser, deux manières de vivre différentes, voire même tant mieux. C'est comme ça qu'on peut créer du lien et faire ensemble un ensemble, quoi. Absolument, absolument. J'ai encore plein de choses en tête et en même temps, je me dis, est-ce qu'on finirait pas sur cette question-là? Ouais. Ouais. Et est-ce que tu as envie de partager un dernier point? Un dernier point. Je sais pas, il y a tellement de trucs presque. Il y a tellement de trucs. Il aurait fallu plusieurs épisodes en fait, je pense. Je me demande si on pourra pas faire ça aussi. Pourquoi pas. En tout cas, c'est un plaisir de parler de ça, de ce que je connais. C'est franchement un truc, je me suis quasiment jamais trop ouvert là-dessus. Et en fait, j'adore ça en fait. Moi, il y a une leçon en tout cas que j'ai vue, que j'ai appris de mon adolescence, c'est que dans mon enfance, je voyais vraiment le parent et mon exemple de parent comme ma mère comme un être parfait. Oui. Et en fait, je me suis rendu compte pendant l'adolescence que les parents, c'est pas des êtres parfaits et c'est juste des enfants qui ont grandi. Et en fait, le fait de voir ça, ça m'a permis en tout cas de me dire, mais en fait, ouais, c'est ok, c'est ok en fait, c'est ok. Je me rends compte que en fait, ma mère, mon père, eux aussi, ils ont leur expérience, eux aussi, ce qu'ils ont vécu, c'est pas facile, et eux aussi, ils font de leur mieux. Et ça aide aussi à tranquilliser et aider en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, à pardonner à ses parents. Parce que des fois, en fait, on a tellement de rancœur, il y a des choses blessantes aussi que font les parents, que les parents ne voient pas, mais que nous, on ressent en tant qu'enfant. Moi, il y a plein de choses comme ça, hyper difficiles que j'ai vécues. Et en fait, je me suis rendu compte que, ouais, dans le fond, si je regarde un petit peu le parcours, l'histoire de ma mère, ça n'excuse pas ce qui a été dit, ce qui a été fait, mais dans le fond, je vois vraiment qu'elle a fait de son mieux, tu vois. Et voilà. Et ça a été une bonne leçon aussi pour moi. Voilà, une bonne leçon. J'avais envie de partager ça peut-être pour parler un petit peu plus aux ados qui pourraient entendre ça aussi et qui peuvent se dire, ah, mais moi, mon parent, attends, il m'en a fait beaucoup voir de toutes les couleurs. Franchement, j'ai pas envie d'être cool ou je lui en veux. Et ça, tu vois, le fait d'avoir de la rancœur, c'est pas cool parce que déjà, nous, ça nous pourrit intérieurement. Absolument, ouais. Et ça pourrit la relation familiale, et ça pourrit le parent aussi, tu vois, parce que dans le fond, le parent, il est impuissant face à la rancœur qu'a son enfant vis-à-vis de lui. Donc, absolument. Voilà. Merci Théo. Merci à toi, Vanessa.